Il aura été et sera toujours un des joueurs importants dans le milieu des médias, dans le milieu du journalisme, dans le milieu de l'édition, et je parle d'André Provencher, à qui je souhaite la bienvenue. André Provencher, c'est un vrai plaisir de t'accueillir au Culturel 2.0. Merci beaucoup, Winston, de le faire. Je suis ravi de pouvoir partager ces quelques minutes avec toi et surtout de bonheur de te retrouver et toujours aussi passionné par rapport à tout ce que tu fais. Bravo. Ah ben, je te remercie. Alors, je mets à l'écran, j'ai 72 ans, maman. En sous-titre, Suis-je vieux pour autant? Et je vais tout de suite à la dernière page de ce livre que j'ai dévoré parce que ça me tient à cœur. Moi, vieux? Non, jamais. Et ça, je lève Exact. mon chapeau. Oui. Oui, c'est une posture qui pour moi est fondamentale. Tu vois. Je dis aussi, j'accepte mon âge, mais je refuse la vieillesse. Parce que c'est aujourd'hui associé à quelque chose qui est péjoratif, qui est, ma foi, à l'écart un peu de la société. Ça correspond à une forme d'isolement social de plus en plus, la vieillesse. Et moi, je ne veux rien de tout ça, absolument pas. Je veux continuer de contribuer dans la mesure où mes facultés sont toujours bon, je l'espère assez alerte et aussi que j'ai la santé pour le faire. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir à mon point de vue et je souhaite le faire. Et je veux le faire aussi avec mes enfants. J'ai trois garçons qui ont aujourd'hui entre 21 et 25 ans bon, qui ont tous une passion pour la culture, pour les arts et qui sont de grands lecteurs. Et j'espère qu'ils vont s'intéresser à ce projet d'édition que je lance en même temps. Alors, devenir entrepreneur à 72 ans, c'est la preuve que, effectivement, tout est possible et qu'on peut mettre de côté le phénomène de l'âgisme, en tout cas dans ton cas. Oui, oui, on peut le voir. Ben, c'est de la façon dont je le vois, effectivement. Je veux dire, mais d'autres peuvent dire aussi que c'est insensé, tu sais, parce qu'à 72 ans, bon, assurer la pérennité d'une entreprise, ben, c'est un enjeu qui est certainement réel. On ne peut pas présumer qu'on va être là pour longtemps. Mais moi, je l'espère que je vais être là jusqu'à 90, 95 ans, comme André Chagnon, que j'ai eu le bonheur de côtoyer pendant une bonne partie de ma carrière, qui nous a laissé à 93 ans et qui demeure réactif dans sa fondation jusqu'à cet âge-là. Donc, moi, je veux dire, j'y crois et aussi, j'espère que ce projet d'édition sera partagé. Il y a un de mes fils qui travaille sera partagé par mes enfants et mon épouse aussi. Mon épouse est traductrice littéraire. Donc, c'est aussi un projet un peu familial. Vous savez, Winston, quand j'ai relancé les éditions La Presse, c'était en 2001. Soixante et onze. En 2001, j'avais, ma foi, 20 ans de moins, donc une cinquantaine d'années, 52 ans, 53 ans. J'ai dû lancer ce projet-là avec énormément de prudence administrative, financière. Il y avait une certaine frilosité dans le groupe pour cette aventure. Donc, j'ai dû confier la production des livres pour éviter d'avoir une structure de coûts fixes à des producteurs, à des éditeurs externes. Donc, c'est comme ça que je suis entré en contact avec Ara Kermoyan d'Art Global. Lorsqu'il est décédé il y a 11 ans maintenant, Ara, qui est un grand ami, est décédé le 5 avril 2011. J'ai eu beaucoup de peine. Et sa veuve, Mireille, qui est aussi une amie, me priait à chaque fois qu'on se voyait de poursuivre l'œuvre d'Ara, mais j'étais rendu ailleurs, j'avais d'autres activités. Mais pendant la pandémie, un soir où mes enfants étaient à la maison, qu'on discutait comment notre famille pouvait se consolider, partager des projets, des idées, ben, c'est venu sur le sujet du livre et j'ai rappelé donc j'ai acheté la maison d'édition. Et aujourd'hui, ben, c'est la base d'un nouveau projet. J'en suis très, très heureux et très fier surtout.
En début de rencontre, je mentionnais que tu faisais partie des gens dans le milieu des médias qui ont posé des gestes et pris des décisions qui ont affecté, mais pas seulement les gens de TVA, où tu as été identifié assez longtemps, merci, mais de Radio-Canada, de PBS et de tous les médias que l'on connaît, les médias populaires comme Radio-Canada. Oui, Alors, oui, au départ, bon, tu étais un journaliste au départ. oui, Et tu as tout à fait. commencé humblement dans La Tribune, à Oui, Trois-Rivières, Le Nouvelliste. oui, c'est exact. J'ai commencé d'abord dans la presse régionale, un petit journal près de mon village, donc à Nicolette, moi je viens de Baie-du-Fèvre, donc ça s'appelait le Courrier Sud. Et ma foi, j'ai commencé à y travailler autour de 17-18 ans avec mon frère aîné qui y travaillait aussi. Mais c'est comme ça que j'ai un peu mis le pied dans cet univers de l'information. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Robert Pouliot qui m'a beaucoup marqué et influencé et transmis sa grande passion du journalisme. Donc, Robert est un aventurier qui s'est rendu en Haïti dans les années 70 pour y interviewer Papadoc à l'époque. Il est rentré ici au pays, il a publié un portrait de Papadoc dans Perspective et ce qui lui a valu d'être interdit de séjour après en Haïti. Donc, c'était du journalisme vraiment d'enquête, Journaliste mais de terrain. aussi, De terrain. oui, d'atelier aventurier. J'ai voulu être, comme je dis toujours, j'ai voulu être Robert Pouliot par la suite. Et je me suis engagé donc dans le métier. J'ai été au Nouvelliste. Et puis après, j'ai voulu faire autre chose. Je suis allé à l'Union des producteurs agricoles comme responsable des services d'information et d'éducation. Et là, j'ai été baigné dans le militantisme des agriculteurs des années 76, où il y a eu une crise importante dans l'industrie laitière qui opposait les producteurs de la nature. C'était à l'intérieur même du mouvement, les producteurs de la nature et ceux de l'industriel qui étaient moins favorisés, dont les produits se vendaient moins cher. Et après, je suis entré en télévision avec Radio-Québec. C'était la découverte d'un autre univers, mais aussi la rencontre d'un personnage qui m'a profondément marqué, qui s'appelle Jean Fortier, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Jean est décédé sur un court de tennis. Lui m'a invité à grandir dans ce métier-là, dans ce milieu-là. Et puis, après un passage à la radio et après à la télévision régionale, j'ai rencontré Michel Chamberlain qui m'a invité à faire partie de son équipe à TVA. Et c'est comme ça que je suis entré dans les postes de haute direction. Mais je bénis le ciel d'avoir été guidé par mes mentors, d'avoir été invité toujours à développer mes connaissances, mes compétences, à faire valoir un peu ce qui pouvait résider au fond de moi, aller peut-être le développer davantage. Ces gens-là m'ont beaucoup apporté. Et j'ai remplacé Michel lorsqu'il a quitté. Donc, j'ai été en charge de la programmation de TVA pendant de belles années, 95 à 2000 à peu près. Ça a été des années absolument formidables. Et voilà, donc et après, chez Jessica, c'était un peu la même chose. L'exercice, c'était en période de crise, déjà qu'on pressentait pour les journaux papier, les journaux imprimés. Et on a décidé, dans un plan stratégique, de diversifier le portefeuille. Et c'est comme ça que j'ai lancé Édition La Presse, Édition Jessica et La Presse Télé en même temps, qui faisait partie d'une forme comment je dirais ça, de partage de contenu de convergence, pour employer le mot à la mode, Mhm. peut-être pas convergence de contenu.
Et je suis assez heureux du parcours que j'ai connu, des résultats que j'ai connus également, de l'influence peut-être que j'ai laissée dans ce milieu-là et qui me passionne toujours. Et aujourd'hui, je fais toujours du conseil d'affaires auprès de créateurs, de producteurs. Moi, ce qui m'intéresse énormément, Winston, c'est de harnacher tout le talent que nous avons ici et que ce talent-là puisse être reconnu dans le monde entier. Ça me fascine. J'ai eu la chance de produire l'émission Les Parents et de la défendre internationalement. Et peu de gens le savent. Dire, aujourd'hui, l'émission dramatique format donc, qui est adaptée ailleurs, la plus adaptée dans le monde, format de télévision, c'est une série québécoise qui s'appelle Un gars et une fille, sans surprise. Mais que ce soit le numéro un des formats adaptés dans le monde pour les comédies, c'est formidable. Les parents viennent tout de suite après, mais pas dans, mais au Québec. Parmi les produits québécois, c'est les parents qui viennent après. Ben, je voudrais que nos auteurs, nos réalisateurs, nos artistes, je voudrais que les Denis Villeneuve de ce monde, ou Jean-Marc Vallée qui nous a quittés malheureusement, mais reviennent un peu vers le Québec pour faire valoir tout leur talent, leur capacité créative. Ce qui est un leurre, je ne pense pas que Denis Villeneuve pourra un jour revenir faire des films au Québec. Maintenant qu'il fait des films à 150 millions, 200 millions, Des gros budgets, quoi. gros budget. Mais je le souhaite. On voit aujourd'hui dans le domaine du multimédia beaucoup d'entreprises québécoises dont les productions sont reconnues à travers le monde. Je pense à Moment Factory particulièrement, mais d'autres aussi, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, Gentilhomme, qui vient de remplir un énorme contrat à l'aéroport d'Orlando, en Floride. C'est le produit créatif québécois, il a une valeur considérable, considérable. Et il faut permettre à ces gens-là de pouvoir être reconnus ailleurs qu'au Québec. Ce que je trouve intéressant, c'est que chacun des projets que tu viens d'énumérer, tu as toujours un doigt dans la soupe. Et Oui, une fois le doigt dans la soupe, tu as poussé un peu plus loin la chose et tu es allé chercher les compétences requises pour mener à terme, non pas seulement sur le plan du contenu, de la créativité, mais également sur le plan des affaires. Parce que oui, tout ce dont tu nous racontes, là, à un moment donné, c'était des entreprises qui ont été rentables. Alors, il y a une absolument. fibre, là, tu sais, il y a quelque chose chez toi qui fait que ça marche. Oui, parce que, je veux dire, tu sais, on ne peut pas grandir sans porter attention aux affaires dans cet univers-là. Je veux dire, si je vais donner des exemples tu sais, qui me viennent à l'esprit, la Corée du Sud, qui avait un secteur culturel, un secteur créatif assez faible il y a 30 ans, aujourd'hui est parmi les premiers au monde parce qu'ils ont fait confiance aux idées, ils ont voulu en faire une base d'affaires. Le président de la Corée du Sud à cette époque, début des années 90, Winston, il faisait face à une crise économique majeure. La Banque mondiale venait de leur consentir un prêt exceptionnel, le plus haut prêt consenti par la Banque mondiale de 57 milliards. Le président avait choisi la culture, je le répète, comme étant un des piliers de développement économique sur lesquels s'appuierait le pays pour pouvoir retrouver sa vitalité économique. Alors donc, c'était la même chose pour l'Islande après la crise de 2008, après les subprimes. Ça, c'est l'anecdote que je raconte toujours parce qu'ici, on dit, ben non, on peut pas, nous, on parle québécois et puis on peut pas partager ça avec le reste du monde. Mais moi, je leur dis en Corée, pas en Corée, mais en Islande, il y a moins de 10 ans maintenant, il y a une série qui s'appelle Trapped, qui a été tournée en islandais, scénarisée en islandais, avec un cast islandais, un réalisateur islandais, une équipe 100% islandaise, dans la langue islandaise. Cette production-là a fait le tour du monde. Et elle a pu être développée avec un budget qui, ma foi, bien supérieur à ce qu'on peut faire ici au Québec avec une population de 8 millions d'habitants. Alors que l'Islande, c'est même pas 400 000 habitants sur l'île.
la langue qui est parlée, pour y être déjà allé, ne se parle presque pas à l'extérieur de l'île. Donc, on parle vraiment d'une très, très petite démographie, mais tellement dynamique culturellement parlant. Bon, C'est on dit ça prend de la foi. Il faut y croire. de la foi, exactement. Ça Chez prend de vous, la foi, ça prend de l'audace. voilà. Ça Et prend c'est ce de qu'on a l'audace. développé. C'est ce qu'on a développé ici au Québec depuis plusieurs années maintenant. C'est qu'on Oui, croit dans, on a la exactement. foi de ça, de la créativité, Oui, de la création. oui. Et à mon avis, Winston, si on fait aussi davantage confiance, on interpelle davantage les personnes qui ont l'expertise, qui ont l'expérience, qui ont atteint un certain âge, ben, je pense qu'on s'accorde de meilleures chances encore de réussite parce que ces gens-là, ils ont un savoir, ils ont une volonté, ils ont un dynamisme, ils ont aussi une capacité d'innovation qu'on ne soupçonne même pas. Qu'on ne soupçonne même pas. Alors, avant de les mettre au rencard, avant de les traiter comme un produit presque périmé, ma foi, je pense qu'on y gagnerait tous à pouvoir, et en culture également, à Ça revient pouvoir à dire, s'appuyer sur. ça revient à dire, écoutons-les et posons-leur des questions Écoutons-les. et proposons Et- une aventure conjointe. Et moi, Tout à fait. je salue ton opus. Je suis contre l'agisme. C'est un opus contre l'agisme en ce qui me concerne. Exactement. J'ai 72 ans, maman. Suis-je vieux pour autant? André Provencher s'est publié chez vous, dans ta propre maison d'édition Art Global. Et je recommande cette lecture à tous les gens qui n'ont pas encore 72 ans, mais qui vont l'atteindre et qui seront peut-être mieux équipés pour continuer les choses. Tout à fait. Merci beaucoup, beaucoup, Winston, de ce temps merveilleux passé avec toi. Et je l'apprécie énormément. Donc, je salue également les gens qui suivent ton émission sur le web. C'est formidable. C'est une grande initiative que tu as eue. Je t'en félicite sincèrement. Merci beaucoup, André, et je te souhaite de passer de bonnes fêtes et une bonne année. Merci. À bientôt. Au revoir. Bientôt.